Elodie Catoussi, bonjour. Vous êtes cofondatrice et présidente de Home Connect, une start-up basée à Montpellier et accompagnée par le Village Baïséa Languedoc. Alors Home Connect, c'est une start-up qui a développé un logiciel collaboratif pour les constructeurs de maisons individuelles et les maîtres d'œuvre. Bon, ça, je le présente de façon sommaire, mais est-ce que vous pouvez exposer de façon un peu plus détaillée justement ce que vous apportez concrètement et que les autres n'apportent pas? Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, très simplement, on a tous ce petit objet dans la poche. Et on est parti du constat, du fait que dans la vie, on gérait intégralement toutes ces données via le téléphone mobile, sauf le projet de sa vie et le projet de sa maison. Donc, on a voulu rassembler dans une plateforme web pour les constructeurs un outil qui va centraliser l'information et tous les échanges et qui va discuter avec une application mobile pour le particulier qui va retrouver l'intégralité du suivi de son chantier, du suivi administratif. Et plus loin, après la livraison, on va l'accompagner avec des conseils d'entretien et des services pour le SAV et tout un réseau de partenaires qu'on va lui faire découvrir. Comment avez-vous construit un modèle économique qui place l'usager final finalement au cœur du projet? Alors justement, c'était tout l'enjeu d'Home Connect, de rendre le produit accessible aux particuliers et qu'il soit acteur de son projet. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est vendu aux constructeurs de maisons individuelles. Tout est compris dans le prix de la maison et le particulier peut ainsi bénéficier d'un outil digital et de son application mobile pour discuter avec son constructeur. Quelles opportunités vous apportez aux professionnels? Alors aujourd'hui, on apporte plusieurs opportunités. La première, qui est un petit peu moins palpable, on va dire, c'est de faire le constructeur 2.0 conscient de son client et des changements qui s'opèrent dans le monde d'aujourd'hui. Et la deuxième opportunité, c'est de faire grandir le portefeuille client du constructeur, puisqu'on va lui apporter la possibilité de se faire parrainer et recommander pour augmenter ses clients au fil des mois. Et où en êtes-vous de votre développement? Alors aujourd'hui, les développements, ils sont continus sur la plateforme. On sort dans très peu de temps une web app pour les constructeurs, donc typiquement pour les conducteurs de travaux sur le chantier. Et après, on a plein de petites évolutions que je peux pas trop révéler pour le moment, mais qui vont permettre aux particuliers de bénéficier de plus de services grâce à Home Connect. Le Village Baïséa, l'accompagnement par le Village Baïséa, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement au quotidien? Alors, on en parlait juste avant cette interview. C'est des synergies entre les différents acteurs du Village Baïséa, que ce soit typiquement la banque ou les partenaires du village, et nous apporte un réseau qui fait grandir la structure au quotidien. Comment vous est venue l'idée originelle de Home Connect? Quel a été l'élément déclencheur dans la création de cette start-up, pardon? Alors l'élément déclencheur, c'est 5 ans chez un constructeur de maisons individuelles. Et 5 ans, vous? Oui, 5 ans, moi, Okay. tout à fait. J'ai travaillé pendant 5 ans chez un constructeur de la région. Et je remarquais au quotidien des clients qui étaient satisfaits de leur habitat, mais qui souhaitaient pas nous recommander, et un grand manquement de communication. On accompagnait ces gens dans des projets de vie, on les voit se marier, faire des enfants, parce que généralement c'est un projet qui dure 2 ans. On les tient par la main, j'ai envie de dire, au maximum, mais il manquait un lien. Ce qu'on a voulu avec Home Connect, c'est raccrocher ce lien et permettre aux collaborateurs d'être plus efficaces au quotidien et aux particuliers d'être rassurés dans son projet de construction. Et qui sont vos clients et vos prospects?
Alors aujourd'hui, nos clients sont constructeurs, maîtres d'œuvre, et on est en train d'ouvrir le projet à différents acteurs qui sont des rénovateurs, des coachs en énergie, et qui vont nous permettre d'aller vers tout le secteur du bâtiment. Et un salon pour professionnels comme Dépendant Connect qui est prévu donc mi-juin, les 15 et 16 juin, je le rappelle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous en pensez quoi? Alors et qu'est-ce que vous en attendez surtout? Alors c'est des salons qui ouvrent la porte à tous les professionnels et surtout à pouvoir écouter le marché parce que c'est des rencontres qui vont nous faire évoluer le produit. Home Connect, c'est combien de salariés? Quel chiffre d'affaires? Quelles sont les perspectives? Est-ce que vous recrutez? Alors aujourd'hui, on est 6 salariés. On a des perspectives de recrutement effectivement sur le deuxième semestre qui arrive. Sur quel poste? Sur différents postes au niveau commercial et au niveau accompagnement client parce que si nous-mêmes on vend de l'accompagnement, il faut qu'on soit aussi en force pour accompagner nos propres clients. Merci beaucoup. Merci Élodie à vous. Gattusi, merci pour cette interview. Pour plus d'informations sur le village Baïséa Languedoc, vous trouverez toutes les informations qui s'affichent sur votre écran. N'hésitez pas à solliciter leurs équipes et à faire partie, comme Home Connect, des startups accompagnées et accélérées par le village Baïséa Languedoc. Merci. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième table ronde de ce Hotspot Day by Dépendant Connect 100% digital, organisé par Dépendant Connect, votre salon professionnel de l'immobilier connecté et des services 3.0, en partenariat avec la Smart Buildings Alliance et le Labimo de Midi Libre. Je rappelle le thème de cette table ronde, rénovation énergétique, transition écologique, quelles opportunités liées au numérique. Je suis Hubert Vialade, journaliste, et j'ai le plaisir de co-animer cette séquence avec vous, François-Xavier Geland. François-Xavier, bonjour, vous êtes en duplex. Bonjour Hubert, bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes vice-président Smart Home auprès de la Smart Buildings Alliance. Chers amis internautes, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec les hashtags qui apparaissent sur la présentation de la table ronde sur l'écran. Hotspot Day, hashtag Dépendant Connect, hashtag Labimo. Je précise qu'un article reviendra sur les débats demain dans Midi Libre, c'est-à-dire dans l'édition du 14 avril. Pour parler de ces enjeux de cette deuxième table ronde à mes côtés, mais à distance respectable, d'où le fait que nous ne portions pas de masque. Laurent Romanelli, bonjour. Vous êtes président et fondateur du promoteur immobilier MEA, basé à Montpellier, qui réalise environ 500 logements par an, et vous faites partie de la commission parcours résidentiel à la FPI nationale. En duplex, Joseph Chouéry. Monsieur Chouéry, bonjour, vous êtes directeur de l'activité Habitat Collectif chez SFR. Donc vous êtes un fournisseur de services au monde immobilier. En gros, vous amenez l'Internet, la fibre, la télévision dans les immeubles, y compris pour les professionnels. Christine Guinebretière. Bonjour madame, vous êtes cofondatrice et présidente d'Upcycléa qui accompagne les promoteurs et les constructeurs dans l'évaluation des impacts de l'ensemble des matériaux qui sont utilisés pour le bâti, et vous les accompagnez aussi dans la mise en place dès la phase de conception de circuits de recyclage. Le numérique qui joue un rôle clé sur tous ces points, je vous cite, le numérique est une réelle opportunité pour la transition écologique. Sans données, il n'y a pas de caractérisation des produits et des matériaux,
et sans caractérisation, il ne peut y avoir d'économie circulaire ni création de modèles économiques profitables. Je vous cite honteusement, c'est ce que vous avez dit sur LinkedIn hier, mais bon, finalement. Vous avez raison. Votre société emploie 15 salariés et 5 développeurs. Vous êtes basé à Paris, Nantes et bientôt Lyon et vous avez un représentant à Los Angeles. Et vous êtes aussi évaluatrice pour la certification internationale Cradle to Cradle, la norme internationale de l'économie circulaire, une norme d'éco-conception pour fabriquer des produits qui ne deviennent jamais des déchets. Voilà. Gérald Lepin, aussi en duplex. Bonjour Monsieur Lepin. Donc vous êtes consultant et directeur de Premium Conseil, un AIMO Smart basé à Revel, au sud de Toulouse. Monsieur Lepin, vous êtes aussi coordinateur de la Smart Buildings Alliance en Occitanie. Premium Conseil qui accompagne à la démarche Smart Building. Vous intervenez aussi sur des stratégies immobilières des opérateurs et vous êtes aussi auditeur du label R2S sur la partie tertiaire et résidentielle. Et avant de monter votre structure, vous aviez été directeur du patrimoine de Toulouse Métropole Habitat entre 2008 et 2016. Bonjour à toutes et à tous. Un petit préalable, comme on est nombreux et qu'on a 45 minutes, on essaye de faire des réponses pas trop longues et d'aller à l'essentiel pour pouvoir poser un maximum de questions et aborder un maximum de sujets. Madame Guinebretière, pour Upcycléa, on va peut-être commencer avec vous. Donc votre solution, je le disais tout à l'heure, consiste à créer des bâtiments qui ne deviennent jamais des déchets, pour faire simple, enfin, je résume un peu peut-être. Je rappelle que Upcycléa est lauréat du programme d'investissement d'avenir du gouvernement. Donc le bâtiment, en fait, c'est l'un des secteurs où la transition écologique peut être la plus efficiente. L'un des secteurs, en tout cas. Oui, exactement. C'est une nécessité maintenant de s'intéresser à la gestion des déchets issus du bâtiment. Et le problème numéro 1 des déchets issus du bâtiment, c'est qu'ils n'ont pas été caractérisés et donc ils ne trouvent pas preneurs pour du réemploi dans des nouveaux projets de bâtiments. Et comme par ailleurs, nous nous sommes intéressés avec mon associé Eric Alodi à l'économie circulaire, plus précisément cradle to cradle, qui veut dire berceau à berceau, on s'est rendu compte qu'il était déjà possible de trouver sur le marché des milliers de produits qui avaient été conçus pour ne jamais devenir de déchets, mais qui soient ensuite upcyclés, c'est-à-dire dont la valeur de la matière ne soit pas perdue, pour être réutilisés, recyclés, upcyclés dans des nouveaux produits pour le domaine du bâtiment ou d'autres secteurs. À partir de là, on s'est intéressé à un bâtiment qui est en réalité une banque de matériaux qui permet d'assembler et de désassembler les produits d'un bâtiment de telle sorte que ce bâtiment ne génère plus dans le futur de déchets, puisque tout a été conçu en amont pour ne pas devenir un déchet. Et donc, on imagine bien évidemment derrière la possibilité de créer un nouveau modèle d'affaires lorsqu'on s'intéresse à son bâtiment comme une banque de matériaux. Pour pouvoir faire tout cela, il s'agissait d'avoir beaucoup d'informations et c'est pourquoi nous avons développé Upcycléa, qui est un logiciel, une plateforme collaborative qui permet, dès la conception du produit, de choisir les bons produits qui vont rentrer dans les bâtiments. Ensuite, on va les assembler pour les désassembler et pendant la phase d'exploitation, on aura toutes les informations nécessaires qui permettront de suivre la vie des produits au fur et à mesure des rénovations. Juste un élément complémentaire, un bâtiment, c'est un ensemble de produits qui vont être changés à quasiment 75% pendant la vie du bâtiment. C'est-à-dire qu'un bâtiment n'est pas fixe, contrairement à ce qu'on imagine. 75% des produits d'un bâtiment vont être changés pendant sa durée de vie, entre 25 et 40 ans. D'où l'importance de bien concevoir dès le départ un bâtiment avec toutes les informations nécessaires. Évidemment, on a fait ce qu'il fallait pour industrialiser la démarche. Donc ça a été des gros développements informatiques. Je crois qu'il y a eu 3 ans de R&D. L'innovation est un mouvement continu. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors déjà, on a créé la plateforme de telle sorte qu'elle soit en 3 modules. Un module qui permet à tout un chacun d'avoir de l'information sur les produits, puisque j'aime beaucoup dire que vous pouvez au supermarché un yaourt
aller acheter un yaourt avec votre téléphone et avoir toute l'information, tout ce qui est contenu dans votre yaourt, alors que lorsque vous achetez un appartement ou vous construisez un immeuble, vous ne savez même pas ce qu'il y a dans votre appartement ou dans votre immeuble. Donc on a développé une première application, un portail cloud, Upcycler Cloud, qui permet aux fabricants de produits de venir mettre leurs informations pour chacun de leurs produits et aux bureaux d'études et à toute personne qui en a la nécessité de venir voir ces informations dans ce module. Il y a un deuxième module qui permet de faire la banque digitale des matériaux avec toutes ces caractéristiques, tous ces indicateurs circulaires, empreinte CO2, degré de non-toxicité, degré de circularité et valeur résiduelle des produits du bâtiment qui sont calculés automatiquement. Et il y a un troisième module qui est un énorme moteur circulaire qui permet de faire de la gestion connectée directement avec les besoins des fabricants de produits et de réemploi en matériaux qui sortent de nos bâtiments. Et tout est déjà chaîné derrière. C'est vraiment une IA qui a été développée pour chaîner toute la valeur de valorisation depuis la conception du bâtiment jusqu'à son exploitation. Et ce sur quoi nous travaillons maintenant, c'est d'amener l'ensemble de cette intelligence dès le réemploi pour que dès le diagnostic produit, matériaux, déchets, on puisse importer toute cette information, donner visible toute cette information à un maximum de projets alentours qui recherchent du réemploi et ensuite intégrer ces informations dans le cycle de fabrication du bâtiment. On peut parler de la structuration d'un nouveau marché ou c'est encore très embryonnaire? Alors, on peut parler de la structuration d'un nouveau marché puisque finalement, on a eu l'idée dans nos algorithmes de connecter l'ensemble des industriels et l'ensemble des transformateurs de la matière, ceux qui vont collecter, ceux qui vont déposer proprement, ceux qui vont réutiliser cette matière première usagée. Et donc, on les a tous connectés dans la plateforme. Chacun peut venir ouvrir son compte gratuitement. On en a déjà des centaines et des centaines qui sont répertoriés en France, des milliers en Europe, parce que la plateforme fonctionne déjà sur un patrimoine également à l'étranger. Et donc, nous sommes déjà disponibles en anglais, en français, en espagnol, en portugais. Et nous partons en début 2022 aux États-Unis pour faire exactement la même démarche de saisir l'ensemble des informations des industriels et des transformateurs de la matière qui soient au service des propriétaires des bâtiments et des maisons. Dans le futur, très proche, on sera aussi disponible pour les maisons individuelles. Merci. François-Xavier Geland, une réaction ou une question complémentaire? Ouais, merci Christine, c'est effectivement très très intéressant. Dans le cas spécifique de logement connecté, on va peut-être pas recycler le matériau en lui-même. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer des deuxièmes vies, des troisièmes vies à tous ces objets connectés en fait? Alors, on parle des objets connectés, c'est-à-dire de quoi est-ce que vous parlez précisément? Par exemple, dans un logement connecté, on va avoir des tablettes, on va avoir des serrures connectées, on va avoir des thermostats connectés qui n'ont pas la même durée de vie que le logement en lui-même, au bout de 5 ans, au bout de 6-7 ans. Voilà, il va y avoir une volonté du locataire, du propriétaire ou même de la copropriété de remettre à jour ces systèmes, les vidéophones, enfin, il y a plein d'exemples dans nos logements. Et l'idée, ça serait de les recycler, non pas en termes de matériaux pour en faire autre chose, mais pour remettre ce genre d'objets connectés dans d'autres résidences ou dans d'autres pays, pour faire en sorte que on ne soit pas dans le gâchis perpétuel du numérique. Oui, tout à fait, et c'est complètement la démarche qui nous anime. Il faut déjà structurer l'ensemble de la chaîne que vous venez de citer. Donc, bien évidemment, la façon dont la banque digitale est structurée par appartement et par immeuble et par patrimoine, c'est à l'objet. C'est pour ça qu'on peut suivre la vie de chacun de ces objets. Si le fabricant de produits a lui-même déjà des offres de reprise, de récupération, de dépose et de réutilisation, réparation, ça sera indiqué directement dans le passeport circulaire. Et l'information est déjà chaînée, ça existe déjà sur certains matériaux. Et puis par la suite, on peut aussi, s'il n'y a pas de preneur par les fabricants de produits, rendre disponible toute cette information sur des places de marché pour des réemplois vers le grand public, par exemple. En fait, chaque situation va dépendre du produit, de ce qui existe déjà et de ce qu'il faut mettre en place. L'important était au départ d'avoir l'information et ensuite, nous, on est capable de faire des API, des extensions informatiques vers tout type de procédé, tout type de plateforme qui serait intéressé à récupérer cette information pour faire du réemploi direct, tout à fait. Sachant que derrière, chaque transformation de produit
dépose, transport, réparation, est également saisi dans une base de données dans Upcycler qui va indiquer le bilan carbone de l'ensemble de l'opération de réutilisation, de réparation. Ce qui fait qu'au final, le propriétaire pourra décider soit de faire de la revente, soit du recyclage ou du réemploi, selon soit un modèle bilan carbone amélioré ou soit un bilan financier amélioré. Nous, on donne des informations, tout ce que je viens de décrire existe déjà et est déjà disponible, et à chaque propriétaire de décider de ce qu'il souhaite faire, améliorer son budget ou améliorer son bilan carbone, et parfois les deux sont compatibles. Merci, Madame Guine-Bretière. Vous restez avec nous, bien sûr. À l'échelle Occitanie, Gérald Lepin, à Revel. Bonjour, Monsieur Lepin. Est-ce que vous pouvez présenter votre structure un peu plus avant que ce que j'ai fait tout à l'heure, en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, Premium Concept est une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage, une toute petite structure. L'objectif, c'est d'apporter vraiment notre savoir auprès de chacun de nos clients que nous accompagnons. Et nous traitons plusieurs problématiques ou plusieurs sujets. On venons plutôt du monde de la maîtrise d'ouvrage et on s'est aperçu que le numérique était un élément fondateur dans les différentes opérations que nous menons. Donc, nous accompagnons les maîtres d'ouvrage sur des constructions, sur des rénovations de bâtiments, sur des études d'opportunité. Nous intervenons également ensuite sur la gestion de la vie du bâtiment dans le cadre de la stratégie de la gestion patrimoniale, à travers notamment la mise en place de contrats de maintenance ou de plans stratégiques du patrimoine à 10 ans. Et puis le trait d'union dans tout ça, effectivement, c'est du pilotage d'animation, et la partie Smart Building devient incontournable dans ce monde-là. Donc on a ouvert de plus en plus également des sujets au travers des missions que nous faisons sur la partie Smart Building, avec la transition numérique qui est incontournable dans ce monde-là. Et dans ce cadre-là, nous acculturons au Smart Building nos clients, nous accompagnons leurs démarches quand il y en a. Et puis nous sommes aussi également du coup auditeurs du nouveau label R2S qui nous permet effectivement d'être vraiment au plus près des clients et de leur faire comprendre les enjeux qu'il y a autour du numérique. Et puis enfin, de manière un peu complémentaire, nous apportons des formations et des services un peu différents en fonction des particularités de nos clients. François-Xavier Geland, vous aviez une question, je crois, pour Monsieur Lepin. J'avais une question parce que vous venez du monde du logement social, évidemment, et je voulais savoir justement précisément sur ces bailleurs, déjà quelle est leur appétence par rapport à ce numérique et comment vous les convainquez, vous arrivez à les convaincre plutôt de faire évoluer leur stratégie vers ces logements connectés. Donc, en fait, la première porte d'entrée, par expérience, avoir été justement de l'autre côté de la barrière en tant qu'ancien directeur du patrimoine, en fait, les besoins qui étaient exprimés n'étaient pas forcément liés à de l'infrastructure numérique en tant que telle. C'était plutôt, ça se posait en termes de besoins d'usage. Comment je peux mieux piloter mon marché d'ascensoriste? Comment je peux, sur un bâtiment, avoir des meilleures informations sur de la manière dont il vit en termes, par exemple, énergétiques? Quand je crée une rénovation, quand je faisais une rénovation énergétique, c'est oui, très bien, on m'annonce que on va faire des gains énergétiques à tel niveau, mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, comment je peux équiper mon bâtiment pour ensuite récupérer finalement de l'information et savoir si vraiment les gains escomptés sont bien là? Donc, fort de cette expérience-là, aujourd'hui, chez les bailleurs, il y a surtout la notion d'usage et de plateforme numérique qui intervient en termes de services. Et on part plutôt souvent de cette matière-là, c'est quels sont vos besoins et vos services, et ensuite vient décliner les solutions qui se mettent en place. Donc, en fonction des bailleurs, c'est très variable. Vous avez des bailleurs qui ont peu entendu et ont peu d'appétence, et donc là il faut pouvoir effectivement leur montrer des projets, leur montrer des solutions. Donc on fait du benchmarking, on les accompagne pour qu'ils puissent voir effectivement ce qui peut être réalisé, on les met en contact avec d'autres cas de figure ou d'autres bailleurs qui ont déjà qui sont plus avancés sur le sujet. Ce que nous voyons sur le marché du bailleur social, c'est que de manière assez majeure, ils vont vers les plateformes numériques. Les plateformes numériques qui permettent donc de piloter, gérer leur marché et d'apporter de l'information auprès des locataires et des occupants. Ça, c'est vraiment gérer la chose qui est le plus développée. Les grands bailleurs, 3F, CDC Habitat et j'en passe et d'autres ont déjà mis en place ces types de plateformes. Donc,
Après, nous, dans notre rôle, c'est d'être en amont, ou par exemple aussi sur des projets de construction ou de rénovation. Est-ce que vous pouvez Quand, justement parler de Monsieur Lepin, de l'exemple avec Tarn et je crois que c'est Tarn et Garonne Habitat. Tarn et Garonne Habitat, Voilà, oui. expliquez-nous un peu en quelques mots cette collaboration que vous avez avec eux, en quoi ça consiste? Alors en fait, Tarn et Garonne Habitat, qui est un bailleur donc de la ville, du département donc du 82, donc Tarn et Garonne, qui est basé à Montauban, 4000 logements à gérer et une grosse opération à mener. Donc je suis arrivé dans le cadre d'une mission de conduite d'opération et au départ, donc c'était 80 logements qu'il fallait démolir, reconstruire et ils n'avaient pas forcément d'appétence particulière sur le numérique. Ils avaient entendu parler du BIM et ils commençaient à avoir une démarche BIM. Et c'est souvent résumé au BIM, dans la partie numérique du bâtiment. Et donc là, moi, je les ai accompagnés en leur disant, mais dans votre projet, c'est un projet majeur pour vous. Il est impensable aujourd'hui de concevoir un bâtiment sans introduire la notion du numérique, sans avoir une couche numérique développée. Donc ils ont joué le jeu, ils ont été d'accord pour me faire confiance, et donc j'ai réussi à mettre dans la partie programme du bâtiment toute la partie liée au numérique, avec notamment des exigences de niveau du label R2S qui commence à se faire connaître pour effectivement arriver à la mise en place d'objets connectés, des chaudières individuelles connectées par exemple, une gestion des suivis des ascenseurs, du chauffage, avec de la plateforme numérique aboutie, et d'avoir tout un écosystème numérique qui se met en place avec du lien avec les prestataires de services sur l'exploitation et en lien ensuite avec les locataires également. Ok. Sur le 9, Premium Conseil intervient sur un marché de conception et de maintenance globale pour la construction du futur centre administratif toulousain. C'est un projet très important au niveau national. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Lepin, détailler en quelques mots la nature de votre intervention sur ce projet, toujours en restant sur l'angle de cette table ronde, transition écologique, rénovation énergétique, quelles opportunités liées au numérique? Le centre administratif toulousain, vous intervenez sur quoi? Alors, donc ça c'est une opération intéressante parce qu'elle va assez loin sur la partie numérique. Donc je suis donc dans le cadre d'un groupement bien sûr d'AMO dans l'équipe, et moi je me suis occupé particulièrement juste de la partie de la rédactionnelle du programme, je dirais de toutes les solutions numériques qu'il fallait embarquer. Et dans ce cadre-là, donc ce qui était intéressant, c'était de savoir jusqu'où on pouvait pousser le curseur. Donc, dans le cadre des échanges avec la maîtrise d'ouvrage, on s'est aperçu qu'il y avait besoin aussi de les pousser un peu dans leur retranchement sur l'analyse des usages. Et c'est à partir des usages qu'on leur a proposés, qu'ils ont sélectionnés, qui nous ont permis de décliner finalement quelle était l'infrastructure numérique qu'il fallait mettre en place. Et compte tenu de la nature du projet et du nombreux postes de travail qu'il fallait alimenter avec donc une structuration des services assez importante d'un point de vue informatique, finalement on est arrivé à leur proposer à mettre en place un Building Operating System, un système d'exploitation complète pour le projet, donc pour les futures exploitations. Vous dites que le tertiaire évolue plus vite en matière de services digitaux. Enfin, pourquoi par rapport au secteur résidentiel? Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est déjà d'un point de vue structurel. Les bureaux je partirais plutôt du résidentiel. Le résidentiel a la particularité que l'usager est un privé, il est dans son logement, et donc c'est une particularité où effectivement il y a une barrière entre guillemets par rapport au bâtiment. Vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez chez lui, c'est d'abord chez lui. Donc il y a cette barrière-là. La preuve, c'est que le label R2S, par exemple, a débuté par la partie tertiaire et est en train de se développer sur la partie résidentielle. Donc ça a été obligatoirement des ajustements de prise en compte de la manière d'aborder le sujet. Le tertiaire, après, parce que vous avez donc des promoteurs, des foncières qui construisent des bâtiments tertiaires et qu'aujourd'hui ils ont compris que la partie numérique allait apporter, une valorisation du patrimoine en termes d'actifs non négligeables dans les prochaines années. À titre d'exemple, aujourd'hui, un bâtiment rénové énergétiquement ou, passoire thermique, sur le marché, quand vous allez voir, par exemple, les notaires ont fait une analyse, il y a une valorisation qui peut varier en fonction des endroits d'à peu près 10% entre une maison, énergétiquement à très haut niveau ou une maison qui est une passoire thermique. Donc, de la même manière, ils ont compris qu'il y avait une valorisation financière pour des bâtiments très aboutis numériquement. La période,
qu'on vit actuellement, est-ce qu'elle est propice pour les opportunités liées au numérique? Vous dites qu'il y a un manque d'acculturation, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour tous les types de maîtres d'ouvrage que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai échangé, la problématique qu'ils ont, c'est on nous démarche, des offres de solutions viennent nous voir, on a des rendez-vous réguliers avec ces offres de solutions, mais il est extrêmement complexe de s'y retrouver, puisque par exemple, il faut comprendre la solution, qu'est-ce qu'elle nous propose. Parfois c'est tout un système global, parfois ce sont des petits bouts de solutions, on a des variations de prix de 1 à 10, 100, et on a du mal à se retrouver dans qu'est-ce qu'il finalement en termes de besoins, qu'est-ce qu'il nous faut. Et puis, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour pouvoir savoir vers où ils doivent aller, il faut avoir imaginé et travaillé sur une stratégie numérique. Il n'y en a pas encore énormément qui travaillent au bon niveau sur ces sujets-là. Donc, ils ont du mal un peu après à décider. Et souvent, ça amène une gouvernance à deux têtes, avec la partie patrimoniale immobilière et la partie, je dirais aussi des responsables des services d'information chez les clients. Et il faut que ça puisse discuter. Donc, il y a vraiment un besoin d'acculturer, du coup, pour leur faire comprendre que le numérique et quel rôle il peut jouer, qu'est-ce qu'il peut apporter, quels sont les retours sur investissement. Ils ont aussi beaucoup de mal à se dire, mais ok, je vais dépenser 100 000 euros dans une solution numérique, mais combien ça va me rapporter? François-Xavier, une question? Alors justement, Gérald, vous préconisez d'intégrer les systèmes numériques dans le calcul du gain énergétique. Alors, pourquoi, comment et qu'est-ce que concrètement ça apporterait en fait? Alors aujourd'hui, quand on parle de rénovation énergétique, notamment chez les bailleurs sociaux, on parlait pour en avoir mené quelques-unes en tant que directeur du patrimoine. Effectivement, vous savez que par rapport au financement, il faut être capable de prouver que vous avez un gain supérieur à une certaine valeur pour pouvoir bénéficier des financements, notamment. Et donc, derrière, vous demandez à vos bureaux d'études de faire ces calculs-là pour prouver que les gains vont vraiment avoir lieu. Le modèle mis en place par le CSTB, qui ont été repris par les logiciels qui traitent ces sujets-là pour les bureaux d'études, font qu'ils n'ont pas du tout intégré la dimension numérique de ce que peut apporter le numérique dans des gains énergétiques. C'est basé uniquement sur, par exemple, j'ai un isolant par l'extérieur de tant de centimètres d'épaisseur, et donc ça me permet globalement de faire un gain sur mon énergie, et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'à travers le numérique, les solutions d'IoT permettraient, en agissant par rapport, par exemple, si on prend un robinet thermostatique de radiateur, on peut avoir des robinets thermostatiques sur lesquels finalement c'est l'usager qui intervient dessus, mais c'est jamais aussi bien que finalement un robinet thermostatique numérique qui lui va être capable de s'adapter par microsecondes, micro-millisecondes et autres, et qui va gérer l'installation de manière beaucoup plus fine. Et on aurait donc des gains bien supérieurs, par exemple, dans ce genre de cas. Et ça, c'est dommage. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lepin. Je me tourne vers vous, Laurent Romanelli, pour MEA. MEA qui s'empare de cet enjeu du numérique dans la transition écologique. Vous n'êtes pas les seuls, mais enfin, vous le faites. Comment un promoteur intègre-t-il des services digitaux sans faire exploser les coûts? En même temps, c'est quand même un paradigme très important pour vous. Je vais dire au fur et à mesure, en fonction de la maturité des produits et des usages. Et on se rend compte qu'actuellement, l'effet Covid a permis justement d'avoir une appétence plus importante au niveau des usages avec le numérique. Et en analysant bien sûr au fur et à mesure les plus et les moins. Les plus en termes de coûts, pour pas que ça apporte plus de coûts que ce que ça en rapporte. Et les plus et les moins vis-à-vis des services. Et maintenant, si je peux m'exprimer, grâce au travail qui a été fait par la CERM, notamment Christophe Pérez, sur la Smart Building, la Smart City, grâce à CERM City. Alors CERM Cité, vous pouvez en dire un peu plus justement le rôle joué par CERM Cité pour un promoteur comme vous dans le déploiement de solutions numériques utiles à la transition écologique? On sent que tous les indicateurs sont à point pour pouvoir dériver de façon opérationnelle ce qu'on a appelé depuis de nombreuses années la Smart Cité, la cité intelligente, et la Smart Building, le bâtiment intelligent, de façon à pouvoir offrir des services et une certaine normalisation entre les différents acteurs au niveau du bâtiment, du quartier et de la ville.
Et en quelques mots, si je le décline au niveau du bâtiment, cela va permettre de suivre et d'être interactif, comme le disait le précédent interlocuteur, sur l'ensemble des consommations du logement, permettre également d'avoir connecter sur ce même système une conciergerie électronique. Donc on le voit apparaître dans les épiceries, au coin de rue, donc des conciergeries qui permettront d'avoir chaude et froide, avoir des produits chauds, avoir des produits froids, avoir également des choses très simples comme un panneau interactif au niveau des halls des immeubles, de façon à pouvoir communiquer entre les différents professionnels et les usagers, même tous les usagers entre eux. Et là aussi sur la transition écologique, comme c'est le thème là, de cet échange, en resserrant sur la transition écologique. Sur le fait, c'est un petit peu les propos du présent interlocuteur, le fait de pouvoir traiter finement et interactivement l'ensemble des consommations, déjà de fait, c'est un gain au niveau des consommations énergétiques. Pouvoir mutualiser des parkings, c'est-à-dire reprendre là cette fois-ci les notions du premier interlocuteur qui expliquait que effectivement il y a un coût de la construction, il y a un impact sur la transition écologique. Et ça va permettre d'avoir moins de stationnements construits, donc une empreinte carbone moindre. C'est la même chose pour tout ce qui est interaction entre les différents modes doux, les réseaux de tram, les autres parkings dans le quartier, les charges de vélo électrique, tout sera centralisé sur une même application, disponible dans l'appartement et à distance avec le smartphone. Alors là, c'est la vision idyllique, un peu parfaite, mais il y a aussi des surcoûts, des inconvénients, des points de vigilance, pour vous et comme pour tous vos confrères aussi, je suppose. Les points de vigilance, c'est comme toujours, c'est qu'au départ, on a toujours des très bonnes idées et toutes ces idées sont louables, mais malgré tout, à chaque nouvelle idée, il y a des coûts qui sont induits. Ça a été la même chose pour les premières réglementations techniques. Alors, il ne faut pas partir dans le catastrophisme en disant ça va coûter cher, on n'est pas capable. Non, il faut être positif, dire effectivement, il y a un coût, analysons ce coût, analysons ce gain et avançons au fur et à mesure de façon à ce que le gain soit supérieur au coût. Alors vous développez des solutions transverses avec des confrères, je crois, que Corim et Vestia Promotion, pour ne pas les citer. Quelles sont ces solutions spécifiques en quelques mots et pourquoi cette démarche collective en groupe? La démarche collective, c'est pour dire qu'on a entre guillemets une expérience sur Montpellier qui au niveau national est un petit peu en avance par rapport à d'autres régions. Donc on aimerait développer cette compétence au niveau parisien. Et sur la partie transition écologique et numérique, l'objectif c'est de profiter de cette avance de Samcité pour pouvoir la déployer sur d'autres communes de France pour amener cette valeur ajoutée. François-Xavier Geland, vous aviez une question, une remarque pour Laurent Romanelli de MEA? J'ai bien compris, Laurent, vous travaillez aussi au niveau de la FPI. Alors au niveau de la smart building alliance, on discute aussi avec la FPI, mais globalement, comment collectivement on pourrait faire passer des messages qui sont très difficiles aujourd'hui à faire passer, notamment au niveau du gouvernement, sur cette double rénovation en fait. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a eu des passoires énergétiques qui ont été faits à une époque. Et là, malgré les milliards qu'on est en train d'injecter dans la rénovation thermique, on est en train de refaire des poubelles technologiques. Donc, comment on pourrait éviter ça et comment on pourrait sensibiliser nos dirigeants à cette nécessité, l'opportunité et la nécessité de mettre du numérique dans tous ces bâtiments? On va dire qu'il y a deux notions. Il y a l'opposition entre la rénovation de l'ancien et l'amélioration, grâce notamment au numérique, des nouveaux bâtiments. Donc c'est un sujet là qui, on a vu au niveau de l'actualité, il y a une idée louable du gouvernement de dire voilà, on va rapidement améliorer l'isolation thermique de l'ancien. Bon, on se rend compte qu'il y avait des grandes intentions, mais que ça a du mal, entre guillemets, à démarrer. Concernant le logement neuf, effectivement, il y a une réglementation thermique qui est toujours en retard de 5 ou 10 ans par rapport aux réflexions qu'on peut avoir avec des associations qui travaillent sur le sujet. Voilà, c'est l'inertie, on va dire. Donc, faut être positif, ça va venir. Et on espère, nous, dans le Sud, on sort de la technologie, mais il y a quand même un lien, que la réglementation thermique va être adaptée effectivement au numérique, mais aussi aux contraintes du sud de la France, où on arrive à plus 3 degrés, on ne gère pas une réglementation thermique comme dans le nord de la France, ou comme il n'y avait pas, comme avant les plus 3 degrés.
Merci. Laurent Romanelli. François-Xavier Geland, je vous propose de poser la première question à Joseph Chouéry pour SFR. Bonjour Joseph, déjà si vous pouvez vous présenter et puis voilà, donner votre vision, vous, du logement connecté, hein, au-delà de la connectivité que SFR peut amener. Quelle est votre vision du logement connecté finalement en termes d'usage? Oui, donc effectivement, bonjour à tous. Donc effectivement, chez SFR, je m'occupe de l'activité habitat collectif. Et nous, notre credo vraiment, c'est de se dire que au XXIe siècle, les logements, comme tous les autres objets qui nous entourent, ont vocation à communiquer, bien sûr, au service d'une transition numérique, d'un bien-être de tous ses habitants, et cela indépendamment des abonnements individuels que souscriraient ou pas les résidents. Donc, partant de ce principe, nous travaillons avec tous les acteurs de l'écosystème connecté et du smart home, smart building, pour construire une chaîne de bout en bout qui va de la connectivité, évidemment, au service rendu aux clients. Donc nous, effectivement, notre credo, c'est de se dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, tous les logements doivent avoir les moyens d'être connectés de manière indépendante de l'abonnement individuel. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de mettre en place, en essayant de mutualiser les infrastructures en place. Parce qu'effectivement, comme le disaient les autres intervenants, il faut éviter les surcoûts inutiles ou les réseaux spécifiques. Donc notre credo, c'est de se dire, voilà, on va partir des réseaux existants et on va essayer intelligemment de mettre en place de la connectivité au service du logement, dédié au logement et au service immobilier. Alors évidemment, l'habitant peut accessoirement utiliser cela, mais globalement, c'est ça un peu notre vision. Et alors derrière, ça sert évidemment 3 types d'applications. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle tout de suite ou tout à l'heure. Allez-y. Alors, Avec on a plaisir. 3 types d'applications que nous avons effectivement mis en place. Alors, la toute première, c'est l'Internet social, qui a été un peu la solution évidente, notamment avec cette crise sanitaire et la fracture numérique. On s'est rendu compte que beaucoup de résidents, notamment chez les bailleurs sociaux, mais dans tout type de bâtiments, avaient besoin d'une connectivité de base dans les logements que le logement connecté était effectivement en mesure d'assurer. Donc l'Internet social, aujourd'hui, est disponible, activable dans des centaines de milliers de logements avec notre offre. Le deuxième type d'application, ça rejoint la première table ronde, c'est tout ce qui est télémaintenance, tout ce qui est service immobilier au service du logement. Donc tout à l'heure, on a parlé de la chaudière connectée, des serrures connectées, de la télémaintenance, du maintien à domicile. Évidemment, tous ces services nécessitent une connectivité. Alors bien souvent aujourd'hui, les promoteurs parlent de logements connectés, mais en réalité, comme vous le savez, ces logements sont équipés d'équipements qui sont connectables, de la domotique ou autre, mais en réalité, la connectivité, elle, dépend encore et toujours de l'habitant qui doit souscrire ou pas des abonnements et faire lui-même d'ailleurs les configurations finales. Donc nous, notre idée, c'est de se dire, on va préconnecter tous ces logements et permettre à ce que l'écosystème immobilier du logement soit un peu autonome, tel un objet connecté normal. Enfin, troisième type d'application très concrète, c'est que nous avons mis un peu cette connectivité au service du sujet finalement qui touche le plus les habitants et les promoteurs aujourd'hui, c'est tout ce qui est maîtrise énergétique, voilà, efficacité énergétique. Et donc effectivement, cette connectivité dans le logement va permettre à la fois de servir de base à une collecte d'informations, de l'intelligence artificielle, du cloud, qui vont pouvoir venir exploiter ces données de consommation et d'usage et les mettre au service d'une efficacité énergétique, d'un meilleur contrôle du chauffage, de l'eau chaude et du confort en général de l'habitant. Alors nous avons concrètement fait quelques pilotes, notamment récemment à Lille avec Starbyte, et dans lesquels nous avons même été jusqu'à forfaitiser les frais de chauffage. Ça veut dire que le résident va souscrire à un forfait mensuel pour ses consommations d'énergie, chauffage et eau chaude, et on va pouvoir, grâce à un écosystème connecté, contrôler le réglage de ses radiateurs, de son eau chaude, de sa consommation calorifique pour respecter ce contrat et ce forfait mensuel de quelques euros. Donc c'est vraiment innovant et une nouvelle façon finalement de consommer et de manière très concrète comment on peut mettre le connecté
au service d'économies réelles ou en tout cas d'un écosystème qui est là avec, comme le disaient les précédents intervenants, des avantages, des coûts, mais également évidemment des économies et une efficacité nouvelle dans le logement. Ok. François-Xavier, une autre question pour Monsieur Choueiri? Oui, Joseph, l'exemple de Lille, mais plus globalement, tout ce que vous pouvez faire dans le logement collectif, le nerf de la guerre, c'est évidemment le financement de ça. Et le fait d'amener l'Internet social, ça fait faire pour le locataire une économie, on va dire, je sais pas, 30 € par mois. Est-ce que justement, dans ces charges fixes, on peut pas imaginer d'intégrer tous les services numériques nécessaires? On vient de parler de régulation thermique, par exemple, hein, mais de maintien à domicile. Est-ce que le modèle économique pourrait pas être réglé avec cette approche d'Internet social et de forfaitisation? Oui, dans l'absolu, c'est possible. Alors, un des points majeurs que nous regardons, c'est le débit, évidemment, parce que si vous mettez cette ligne au service d'une foultitude de choses, et notamment de l'usage haut débit du résident, il faut qu'elle ait un débit suffisamment élevé. Alors, nous l'avons fait. Dans les résidences étudiantes et résidences seniors en particulier, nous offrons beaucoup plus de débit encore. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais on parle de quelques euros par mois. C'est vraiment marginal, puisque nous réutilisons les infrastructures des immeubles. Donc, en réalité, nos coûts sont quand même limités. Mais effectivement, nous, notre ambition, c'est d'arriver à réunir un écosystème de partenaires et arriver ensemble avec des solutions groupées de bout en bout. Alors, c'est vrai que c'est là que le rôle des domoticiens et autres professionnels, je pense, est important. C'est d'être un petit peu notre catalyseur, parce que c'est pas nous, SFR, qui allons tout seuls monter la solution. Je pense que c'est quelque chose qui nécessite une coopération et un métier d'intégrateur smart home, je pense, dans lequel nous nous inscrivons. C'était le rôle de Starbyte, notamment sur le programme de Lille, où nous avons réussi un petit peu à réunir différentes compétences et à devenir, pour le logement, offrir quelque chose de complet, à la fois pour l'usage personnel du résident, mais également pour l'usage de l'immeuble et du bâtiment en lui-même. À noter d'ailleurs que ce que je dis pour le logement s'applique également au bâtiment. Tout à l'heure, on parlait des ascenseurs, par exemple, ou du contrôle d'accès. Évidemment, la connectivité peut également se faire dans les parties communes. Ok, une autre question, François-Xavier? Parce que je vous sentais bien parti, là. Non, j'ai déjà un peu la réponse, mais c'est important que Joseph rappelle que on parle de rénovation de bâtiments. Il a bien dit qu'on réutilisait l'infrastructure existante des bâtiments. Et donc, est-ce que cette démarche-là est compatible avec une démarche R2S, en fait, hein, le fameux label Ready to Service? Voilà, est-ce qu'il y a la possibilité de s'appuyer sur ces technologies pour le R2S? Oui, alors effectivement, nous avons d'ailleurs, je te remercie François-Xavier ainsi que la SBA, nous avons fait un vrai travail avec vous de coopération pour essayer de s'assurer que notre solution est évidemment contribue à la démarche R2S des bâtiments, et c'est tout son esprit. Et donc effectivement, nous, ce que nous faisons, c'est nous essayons de faire en sorte que la solution de connectivité que nous proposons permette au label R2S de se développer dans les immeubles concernés, et si possible à vil prix, sans tirer des réseaux dédiés, donc en réutilisant des réseaux existants, que ce soit dans les immeubles bâtis ou dans les immeubles neufs d'ailleurs. Et actuellement, nous sommes en train de labelliser un programme à Levallois. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai un call avec Bureau Veritas pour finaliser, dans lequel effectivement nous espérons avoir le label R2S avec une solution logement connecté SFR pour la connectivité, au-dessus de laquelle un certain nombre de services R2S ont été implémentés. Très bien, merci beaucoup. François-Xavier, vous aviez une dernière question pour M. Choueiri, où on a fait le tour à peu près? C'est peut-être une question plus collective, hein, pour tous les intervenants, ceux qui voudraient s'exprimer sur probablement la nécessité de nouveaux métiers. Joseph l'a très bien dit, on voit bien que là, dans l'occurrence, sur son projet de Lille, il y a un intégrateur expert en smart home qui est intervenu. Donc, pour les différents intervenants, comment eux voient ces nouveaux métiers? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils les voient arriver? Est-ce que ils y croient en fait à ces nouveaux métiers? Si vous voulez, moi je vais pas me répéter, mais c'est vrai que nous avons, notamment sur l'île, mais en général, nous avons aujourd'hui, nous essayons de mettre en place un réseau de partenaires, notamment un intégrateur Smart Home, parce qu'on sent bien que
que le promoteur tout seul ou le résident d'ailleurs tout seul ne pourront pas comme ça activer cette mécanique de bout en bout. Et donc moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu la brique centrale. Ça veut dire la connectivité d'un logement, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du cloud, c'est de la connectivité, c'est des IoT, c'est des équipements techniques. Et ça nécessite quand même une transversalité, c'est aussi de l'électrique évidemment, métier d'électricien. Et effectivement pour nous, l'intégrateur Smart Home aujourd'hui est au cœur un peu de cette mécanique-là. En tout cas nous, sur tous les programmes où nous avons réussi à faire quelque chose d'intéressant, il y avait un intégrateur. Ok. Quelques mots là-dessus, Madame Guine-Bretière, sur Oui, ces tout à nouveaux fait. métiers. Est-ce que c'est l'évolution de métiers existants? Est-ce que c'est des nouveaux métiers en quelques mots? Oui, on parle de transition écologique et moi je voudrais rajouter santé des occupants des bâtiments. Et lorsque je prends ces deux mots-là, je rappelle que le numérique doit être au service de l'écologie et de la santé et que les nouveaux métiers que nous voyons imaginer ne sont pas ceux qu'on vient de citer, mais plus liés à la capacité au démontage, à la dépose, à l'upcyclage des matériaux et aussi des nouveaux métiers de gestion des ressources des matériaux et arrêter ce métier de gestion de déchets qui coûte à tout le monde et en premier à l'environnement pour partir vers une sobriété et une utilisation des ressources qui soit au service des occupants, au service de l'environnement et donc de l'ensemble des espèces, et ne plus séparer le numérique d'un côté et l'écologie de l'autre, et ne pas réduire la transition écologique uniquement qu'à l'énergie, de l'efficacité énergétique des bâtiments, mais c'est bien plus large que ça. Donc moi, les nouveaux métiers que je vois, c'est tout ce qui va être lié au circulaire, à la capacité à ne pas perdre des matériaux et à la capacité à les réutiliser au plus près. Laurent Romanelli? Juste rapidement pour les promoteurs, alors que ce soit au niveau du logement ou des parties communes, nous, notre objectif, c'est de proposer et pas d'imposer. Parce qu'on se rend compte que jusqu'à il y a encore très peu de temps, on avait quand même beaucoup de questions d'interopérabilité. Donc effectivement, c'est un métier qui existe. On doit le proposer, mais pas l'imposer. Parfait, merci beaucoup à toutes et à tous. Avant la conclusion de cette journée par Léo Attias, je vous propose de visionner un spot de la SBA Academy. C'est des formations mises en place par la SBA pour les professionnels pour intégrer, construire de l'immobilier connecté. C'est parti. Nous arrivons donc à la conclusion de ce deuxième Hotspot Day by Dependent Connect avec Léo Attias, notre invité du jour. Monsieur Attias, bonjour, vous êtes président de la Fédération internationale de l'immobilier pour la France. Nous sommes en duplex aussi avec François-Xavier Geland, que je salue et que je resalue pour cette matinée. Vous êtes vice-président Smart Home pour la Smart Buildings Alliance.
Léo Attias, vous êtes aussi président de la compagnie d'investissement Arim SAS et de Castel Immobilier France. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Institut du management de l'immobilier et de l'Innovation Day du Moniteur. Et enfin, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les clés pour réussir un investissement à l'international, paru en 2018 aux éditions L'Archipel. Vous avez aussi dressé un état du numérique à l'international, un travail fait avec France Stratégie, principalement sur l'immobilier, en 2016. On a 15 minutes d'échange. Monsieur Attias, ça pourrait durer beaucoup plus parce que vous êtes intarissable sur ces questions, intarissable et passionnant, mais donc on va essayer de privilégier des échanges plutôt concis parce qu'on a quelques questions à vous poser. François-Xavier Geland, je vous laisse le soin de poser la première question à Monsieur Attias. Avec plaisir. Bonjour Monsieur Attias. On a passé la matinée à parler beaucoup de projets en France et même en Occitanie. Vous avez la chance d'avoir une vision beaucoup plus internationale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en faire profiter? Donc, qu'est-ce que vous avez vu, vous, à l'étranger, en termes d'intégration intelligente du numérique dans nos bâtiments? D'accord. Alors, pour répondre à votre question, permettez-moi déjà de vous présenter ma fédération qui a été créée en 1951 par un Français, et ça il faut le rappeler et insister là-dessus, par Pierre Colville, qui a créé cette fédération, donc qui a aujourd'hui 70 ans. Et d'ailleurs, nous devions faire cette année le congrès mondial de l'immobilier à Paris. Et cause Covid, nous l'avons reporté pour l'année prochaine en 2022, qui réunit 50 délégations étrangères et plus de 3000 participants. Et aujourd'hui, nous avons une présence dans 70 pays dans le monde avec un siège à l'ONU. Donc nous avons une visibilité à 360 degrés sur tout ce qui se passe un peu à l'étranger via d'abord les congrès mondiaux qui ont lieu une fois par an et des business au mois de décembre, des business meetings au mois de décembre, donc, et qui réunissent toujours 30, 40, 50 délégations étrangères qui viennent et nous échangeons, bien sûr, et c'est ce qui fait un peu la force de cette fédération, c'est d'abord de développer les réseaux. Et également, avant ça, je voudrais vous dire que nous sommes une transverse des syndicats majeurs que vous connaissez, tels que la FNIM, le SNPI, l'UNIS ou le FPI. Donc nous fédérons carrément toute la profession immobilière nationale à l'international. Donc on les accompagne également, et c'est pour sécuriser, si vous voulez, les acquéreurs français qui désirent acheter à l'étranger, et inversement, les étrangers qui arrivent en France pour acheter, eh ben, les honoraires passent par nos professionnels. Et ça, c'est important parce que vous savez très bien que chacun a sa mauvaise expérience d'une acquisition à l'étranger par nos Français. D'ailleurs, nous sommes, pour vous signaler, deuxième acquéreur en Espagne et premier acquéreur au Portugal. Alors, sur la question de Monsieur Geland, parce qu'on n'a qu'un quart d'heure encore, Monsieur Attias, donc est-ce que vous pouvez... J'y viens, Merci. Simplement, donc, vous présenter et vous dire que on a cette visibilité, et pour répondre à Monsieur Geland, nous savons ce qui se passe à l'étranger. Alors, pour vous signaler un peu sur ce qui se passe, par exemple aux États-Unis sur le numérique, et ça, c'est une révolution où l'agent immobilier ne se déplace même plus pour faire visiter un bien à un client à lui. C'est justement, il y a ce mandat exclusif et qui est extraordinaire aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup prêché pour l'installer en France. Mais bon, ça mettra du temps, mais ça viendra, je pense, avec l'évolution des nouvelles générations. C'est dès qu'il y a une recherche d'un client sur un bien particulier, et dès qu'il est identifié par l'agent immobilier, eh ben, ce dernier lui donne le code, si vous voulez, de l'immeuble, avec le code de l'appartement à visiter, avec bien sûr l'étage, la situation parfaite, et le client va tout seul visiter l'appartement, et il revient, s'il est intéressé, bien sûr, il revient vers l'agent immobilier, il est identifié, il ne peut pas aller chez un autre agent immobilier parce que le client appartient, je dis bien appartient
à l'agent immobilier qu'il a identifié en premier, ce qui n'est pas le cas en France, hein, à part si vous faites signer évidemment un bon de visite et tout. Mais aux États-Unis, le client appartient à l'agence immobilière et évidemment la transaction se fait en toute sécurité et en tout professionnalisme et dans l'intérêt de toutes les parties. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui en France, nous n'y sommes pas encore, mais aux États-Unis, ils y sont. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de nouvelles constructions. Et dans ces nouvelles constructions, vous avez des nouveaux cahiers de charges qui imposent un peu aux promoteurs et de domotique et des digitalisations perfectionnées, un numérique. Par exemple, il y a aujourd'hui des boutons pour qu'on appuie avec un code pour ouvrir la porte d'un immeuble. On n'a plus besoin de clé, on n'a plus besoin d'une boîte aux lettres connectée également, un interphone à bouton. Bon, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui révolutionnent un peu ces immeubles. Mais nous, en France et à Paris surtout, on a effectivement des immeubles anciens qui sont magnifiques, qui sont très beaux, et on remercie beaucoup Haussmann pour les avoir créés, mais qui ne répondent plus aujourd'hui à une demande, à une nouvelle demande en tout cas, et heureusement qu'il y a le Grand Paris qui va un peu modifier cette donne avec ces nouveaux immeubles qui sont construits un peu sur le Grand Paris et bien sûr en France également. La rénovation énergétique, enfin la rénovation numérique, pardon, excusez-moi, la rénovation numérique du parc ancien des centres-villes. Vous parlez de Paris, mais par extension des centres-villes, des grandes métropoles. Je finis ma question. C'est un enjeu d'attractivité finalement hein, des grandes métropoles. Vous insistez là-dessus, Monsieur Attias? Oui, tout à fait. C'est un enjeu d'attractivité, mais à quel prix? À quel prix? Et ça, je pense que la Caisse des dépôts et consignations avait déjà budgété pour plus d'1 milliard d'euros pour rénover aujourd'hui ces immeubles anciens qui ne répondent plus un peu aujourd'hui à une demande, à une nouvelle demande, à une jeune demande d'ailleurs, des jeunes cadres 30-40 ans qui sont exigeants aujourd'hui, qui sont une génération née du numérique carrément et du digital et qui sont je dirais, hyper exigeant sur ce confort des domotiques des immeubles. Alors, bien sûr, la Caisse des dépôts va rénover, mais ça va être très coûteux parce qu'aujourd'hui, il y a le problème des personnes âgées qui sont chez eux et qui ne peuvent pas se payer un EHPAD, par exemple, et qui sont parfois en souffrance. S'ils avaient une domotique chez eux, en appuyant sur un bouton, ils peuvent faire appel à des pompiers, à la police, à un service médical, et malheureusement, c'est en souffrance tout ça. Mais bon, on y vient, et je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus, et ça se fera, mais sur une longueur de temps un peu éloignée. François-Xavier Geland, une question? Alors, je reviens peut-être un tout petit peu en arrière, parce que votre exemple aux États-Unis m'intéresse, m'interpelle, et je m'interrogeais sur qui impose aux promoteurs ces systèmes domotiques, en fait. Comment ça se... C'est pas la législation, j'imagine, donc comment ça se fait? Alors, je vais vous dire, mais c'est comme en France, hein. Je veux dire, aujourd'hui, pour construire un immeuble, vous avez un cahier des charges qui est imposé par les mairies, sauf qu'aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, vous pouvez aller dans les pays où on construit beaucoup, comme l'Allemagne par exemple, comme la Hollande, pas beaucoup l'Italie parce qu'ils construisent pas beaucoup, ou même en Espagne, ça construit beaucoup. Les immeubles sont au goût du jour. D'abord, ils sont au goût du jour parce que il y a, c'est comme ça que vous attirez le client parce que vous allez lui énumérer toute la digitalisation et le numérique qui est mis en place et la domotique en tout cas qui est mise en place et qui fait aujourd'hui un nouvel immeuble. Donc, et d'ailleurs, je vais vous dire, à la revente aujourd'hui, parfois, et on le voit nous-mêmes, les clients nous demandent est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, est-ce que ah bon, et on est parfois surpris, mais on se dit mais c'est eux qui sont aujourd'hui exigeants, et c'est une belle aujourd'hui qualité quand c'est installé
vous revendez mieux. Oui, je veux dire, même les questions de chauffage, on y viendra tout à l'heure. Mais si aujourd'hui il y a une trop grosse consommation, s'il n'y a pas une isolation parfaite des conduits et un calorifugage de la tuyauterie dans les sous-sols, et s'il n'y a pas ça, et donc il y a une grosse consommation d'énergie, c'est une mauvaise approche pour vendre à un client aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a de grosses charges et ça fait fuir un peu les clients. Un mot pour les 5 dernières minutes, peut-être, Léo Attias, sur l'Asie, Shanghai. Vous m'avez parlé de Shanghai lors de l'entretien que nous avions eu ensemble. Vous pouvez dire en quoi ça peut être inspirant pour nous ? Tout à fait, parce que je veux dire, Shanghai elle existe depuis, on va dire, 30 ans. Et quand vous arrivez de l'aéroport au centre-ville, vous avez un tournis tellement il y a des immeubles très hauts et je ne sais pas, peut-être des dizaines de milliers de nouvelles constructions. Et quand je dis dizaines de milliers, vous pouvez vérifier, c'est impressionnant les constructions. Donc tous ces immeubles-là sont aujourd'hui numérisés, digitalisés, avec tout ce que on peut offrir aujourd'hui comme nouvelle technique, si vous voulez. Et ça, d'ailleurs, bon, vous voyez bien que aujourd'hui les Chinois il y a une classe moyenne qui s'est beaucoup développée et enrichie, donc devenue exigeante, et par conséquent, il faut lui offrir également, je pense, des logements plus que décents et des logements améliorés et des logements très confortables. Le Chinois qu'on a connu avec un pantalon 3/4 et un grand chapeau et une bicyclette, c'est fini. Donc, même vous allez à Pékin, à Shanghai, pratiquement partout en Chine, il y a eu vraiment une révolution de la construction impressionnante. Malheureusement, nous en France, on souffre encore. On souffre parce que je ne pense pas qu'il y ait une réelle volonté politique de construction et on traîne alors qu'on construit 250 000 logements en France par an, ce qui ne répond pas du tout et qui ne correspond pas du tout à une demande aujourd'hui énorme de logements en France. François-Xavier, une dernière question ? On travaille au niveau de la Smart Building Alliance sur un Smart Score. Vous connaissez le Nutri-Score pour les aliments. Smart Score, ça serait être capable de définir le niveau de connectivité, le niveau d'intelligence d'un logement. Est-ce que la FNAIM, la FPI ou à l'international, ce genre de choses pourrait être intéressant à votre avis? Une réponse courte, Monsieur Attias, de 2 minutes. Mais évidemment que tous les syndicats aujourd'hui majeurs sont sur la brèche et ils sont très actifs justement pour rénover. Et d'ailleurs actuellement, il y a un vrai sujet avec la ministre du Logement et la FNAIM sur ce sujet et même sur le climat également. On est vraiment sur le pont pour justement mettre au goût du jour toute la technicité que peut demander une copropriété et des immeubles en général. Parfait, merci beaucoup. Messieurs, merci Monsieur Attias, merci François-Xavier Geland, vous restez avec nous Monsieur Geland. Merci à vous toutes et vous tous pour votre fidélité, merci aussi à nos intervenantes et nos intervenants pour la qualité des échanges de toute cette matinée. Je remercie l'équipe de 100% Prod à LAT en régie, ainsi que l'équipe de Midi Events de Midi Libre qui m'a aidé à la préparation des débats. Merci aussi à l'agence By Midi Media et de son équipe Polymo. Je profite de l'occasion pour signaler la parution du Bien Ici d'avril, Bien Ici Midi Libre d'avril, qui vient de sortir. Il y est d'ailleurs question de nouveaux services digitaux dans l'immobilier régional en Occitanie, pour les notaires par exemple, ou avec la vitrine du neuf de la FPI Occitanie-Méditerranée. Merci aussi à tous les partenaires du Labimo de Midi Libre, sans qui ce Labimo ne pourrait pas prospérer. Je les cite, Habitech, MEA,
Proméo, FPI Occitanie-Méditerranée, Angelotti, Le Village Baïséa, Chambre des notaires de l'Hérault, Lidl, Imo Sélection, GGL, Sogeprom Pragma, Gessimco et Kaufmann et Broad. J'espère n'en avoir oublié aucun. Pour celles et ceux qui nous ont suivis en direct, sachez que les débats peuvent être revisionnés sur le compte Facebook de Midi Libre, sur midilibre.fr et aussi sur le site dédié depanandconnect.fr. N'hésitez pas à diffuser cette information autour de vous. Et je rappelle qu'un compte-rendu des débats sera publié dans le Midi Libre de demain, ce 14 avril. François-Xavier Geland, quelques mots de conclusion ? Merci, je ne vais pas répéter tous ces merci, mais un grand merci à tous. Et puis surtout, maintenant, rendez-vous le 15 et le 16 juin, j'espère, et croisons les doigts, en présentiel à la Grande Motte, sinon peut-être en ligne. Et on pourra prolonger ces échanges, parce que c'était effectivement très très enrichissant, au niveau du salon des Pan Connect, et puis au niveau de la convention Smart Home annuelle de la Smart Building Alliance. Merci à tous. Merci Monsieur Geland. Donc je précise, oui, ça sera bien le 15 et 16 juin pour le salon professionnel des Pan Connect sur un format adapté. Et vous pouvez déjà bloquer ces dates sur vos agendas respectifs et on vous fera parvenir les informations utiles fin avril. Merci, très bonne journée à toutes et à tous et vive l'immobilier.